Et je vais commencer avec une très vieille histoire, probablement le plus vieux roman de l'humanité. C'est l'épopée de Gilgamesh. Donc quelque chose qui a été écrit il y a probablement entre 5 6 000 ans et puis un peu après, il y a d'autres versions. Donc voilà, ce qu'on estime être le plus vieux poème, le plus vieux roman de l'histoire. Gilgamesh, ce roi extraordinaire, ne voulait pas mourir. Il a entrepris tout un tas d'aventures extrêmement compliquées, affronter des monstres. Et au cours de ces aventures, finalement, les dieux ont fini par lui accorder un secret, et il pouvait avoir comme ça la jeunesse prolongée. Et ce secret, c'était une plante qu'il est allé chercher au fond d'un océan, et puis il est remonté, et puis il est rentré chez lui. Il venait de parcourir 500 km dans la journée à pied dans le désert. C'était pas n'importe qui, c'était Gilgamesh. Et puis là, je vais vous essayer de me souvenir de quelques-uns des vers de la fin de cet incroyable poème. Donc, Gilgamesh aperçut un trou d'eau claire et s'y jeta pour se baigner. Mais un serpent, à l'odeur de la plante, sortit furtivement de son terrier et l'emporta. En s'en retournant, il jeta une peau. Gilgamesh s'assit et pleura. Les larmes ruisselant sur ses joues, il prit la main d'Ursabati, si je me souviens bien, le nocher qui l'accompagnait, et lui dit « Pour qui mes bras se sont-ils épuisés? Pour qui le sang de mon cœur a-t-il coulé ?» Et puis il reste quelques vers, et puis l'histoire s'arrête. Et donc tout ça pour vous dire que, évidemment, la quête de Gilgamesh est un échec. Il n'aura pas la jeunesse éternelle. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'est de vous dire que les histoires de serpents, d'hommes et d'eau, ça date depuis très longtemps, en fait, depuis les premiers romans de l'humanité. Et à propos de serpents et d'hommes, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, vous, des serpents. Donc, quel petit jeu. Ce à quoi vous font penser les serpents, c'est ce dont on a besoin à ce stade. Donc, petit jeu tout simple. Ah, il y en a plein. Ah, mais voilà, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre une image très fort. Ah oui. Alors, voilà, cette petite image. Donc, ce qui ressort nettement, c'est venin, peur, reptiles. Alors reptiles, oui, vous avez raison, ce sont des reptiles. Venin, il n'y a pas de problème, ce sont des serpents qui peuvent être venimeux, ils font souvent peur. Morsure, ça va avec ça. Ramper, langue, alors élégant. Alors vous n'êtes pas obligé de vous démasquer, mais qui c'est qui a mis élégant? Bon, quelqu'un? C'est vous? Ondulation. Ondulation, qui c'est qui a mis ondulation? Ondulation. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Arbre de la... Non, livre de la jungle. Vous n'êtes pas obligé de vous dire. Crochet, yoga, Fort Boyard, visipar. Ah oui, il y a des mots techniques, visipar, c'est bien. C'est les enfants qui mettent des mots techniques en général, non? Grosso modo, ils inspirent pas mal de peur, mais on voit que c'est une image très complexe, avec effectivement des divinités, puis plein d'autres choses. Et nous, on va vous dire ce que nous, qui travaillons sur les serpents, on pense, si on nous demande notre avis. Donc quand on a des serpents, nous on pense à élégance, ça n'était pas d'ailleurs. Si, C'était triché. Non mais le groupe d'avant a fait pareil sans tricher. Souplesse, il y avait des mots là-dessus. il y avait ondulation. Ondulation, donc ça fera le travail. Et délicatesse aussi. Donc nous qui travaillons sur les serpents, je suis ravi de ne pas vous convaincre, mais franchement, quand on travaille sur les serpents, c'est franchement ce que ça nous inspire. Des animaux doux, qui font tout voilà, tout doucement, pas de bruit. J'ai vu Glouton, en fait, ils ne mangent pas souvent. Mais l'image qu'il y a dans les médias ne correspond pas très bien à ce qu'ils sont en réalité. En fait, les serpents ne sont pas des animaux à sang-froid. Quand on amène des enfants avec nous attraper des serpents, on leur met dans les mains, et puis généralement, ce qu'ils font, comme on remarque, ah, c'est doux et c'est chaud. C'est logique. Les serpents qu'on voit dehors, généralement, ils sont chauds. Quoi. Ceux qui sont froids, ils sont en hibernation dans l'intérieur, on ne les voit pas. Et donc, voilà, ils sont surpris, et puis c'est doux. Donc, ils aiment bien. Et ensuite, la plupart des serpents vivent dans les pays chauds. Quoi. À moins de se réfugier dans des réfrigérateurs, ils sont chauds toute leur vie. Quoi.
Donc c'est pas une bonne définition sans chaud et sans froid. L'histoire est plus compliquée que ça. Je vais juste en profiter pour montrer que la réalité est plus complexe que les idées reçues que peuvent avoir les gens là-dessus. On va continuer avec un petit jeu facile. Il y a 5 images. Un crocodile, un pingouin, un manchot, une tortue et un serpent marin. Il y avait un petit piège, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est pas grave. Ah oui, le manchot, c'était un manchot. Lequel? Le manchot, il a une furieuse image de dauphin. C'est bon, on va prendre. Et donc ces animaux-là, j'aimerais savoir quel est leur point commun. Alors évitez de me dire qu'ils sont dans l'eau parce qu'on le voit. D'autres points communs. Ah ben magnifique. Oui. Du premier coup. Exactement. Voilà, magnifique la préhistoire. Bravo. Et alors, plus précisément. Bon, en tout cas, c'est ça. Je t'écoute. Le crocodile, le serpent et... Non, tout ça. Vas-y, je t'écoute. Le crocodile, le serpent. Ils ont tous les deux des écailles. Exact, ils ont des écailles, mais le dauphin n'a pas. Merci. Et sinon, tu avais raison. Ils peuvent tous sortir de l'eau. Le dauphin peut sauter. Pourquoi ils sortent de l'eau? Pourquoi ils sortent? Non, mais c'est vrai. Ouais, pour respirer. Il sort de l'eau pour respirer. Bien. Ouais, mais lui, il ne faut pas trop qu'il sorte de l'eau. Un peu, il peut sauter, mais il ne faut pas qu'il saute sur terre, hein, sinon ça va être compliqué pour lui. Les autres, effectivement, ils peuvent se balader sur terre et... Ben, en fait, la tortue, il ne faut pas qu'elle aille trop loin non plus. Hein. Pas trop loin, ça va aller. Il ne faut pas qu'elle soit trop en plus. Mais sinon, ils peuvent respirer, effectivement. Donc c'est ça le point commun. Ils respirent et ils ont une longue histoire. Et effectivement, ils partagent une très longue histoire commune. Donc on retombe vers les contes à nouveau, là, c'est des histoires. Donc la vie est apparue sur Terre il y a entre 3 et 4 milliards d'années, vraisemblablement dans les océans. Et puis elle a évolué au cours du temps. Et dans les océans, il y a eu tout un tas d'animaux et de plantes qui se sont développés jusqu'à donner les océans et les mers et les rivières qui existent de nos jours. Mais il y a à peu près 400 millions d'années, c'est-à-dire ça fait très longtemps, des sortes de poissons qui ressemblaient plus ou moins à ça commençaient à vadrouiller un petit peu sur Terre. C'était des poissons particuliers, ils avaient des poumons, des branchies et des poumons, donc ils étaient assez à l'aise pour respirer sur Terre et dans l'eau, et des pattes. Et avec ça, ils pouvaient marcher un petit peu sur Terre. Et c'est de là qu'est venu le nom de tétrapodes, tétra 4 et pod pour pied. Et ces tétrapodes sont à l'origine de nombreux animaux qui ont colonisé, de vertébrés, qui ont colonisé les terres. Vous connaissez au moins les dinosaures, je suppose. Donc tout un tas d'animaux, dont les dinosaures. Et si j'arrive aujourd'hui, ces animaux que vous voyez là affichés sont tous issus de cette histoire. Il y a quelqu'un qui s'est reconnu? Ou qui a reconnu Bon, je vais pas demander de détails. Donc, effectivement, tous ces animaux, en fait, moi je suis plutôt là, quoi, un singe. Je suppose vous aussi. Et donc, nous sommes issus, nous, de cette très longue histoire de la vie. Quoi. Et ce dont je parlais avant, les 5 images, eux, c'est particulier. Parce que ce sont des animaux qui ont fait le chemin retour. Comme s'illustrer avec cette otarie qui vit entre deux mondes. Cette otarie-là qui va dans l'océan, elle a des ancêtres qui ressemblaient peu ou prou à des chiens ou des loups, des carnivores. Et donc elle est là comme un témoin de ce que peut faire la vie, retourner en partie à la vie aquatique. Et c'est pour ça qu'on parle de transition retour. Et nous, en tant que biologistes, ça nous intéresse beaucoup de savoir cette complexité, ces chemins, comment ça s'est passé. Et ces transitions, elles ont eu lieu pratiquement depuis le début. Il y a une époque où elles ont eu lieu très fréquemment pour les reptiles, c'est pendant l'ère secondaire, qu'on appelle le Mésozoïque. Et il y a eu tout un tas de reptiles, très peu de mammifères, et encore pas beaucoup, qui ont envahi les océans. Et je suppose que la plupart d'entre vous connaissez les ichthyosaures, peut-être les plésiosaures, les mosasaures, il y en a eu beaucoup d'autres. Et à cette époque, c'est eux qui régnaient dans les océans. Dans les ichthyosaures, il y en a eu qui étaient aussi grandes que les baleines, les plus grandes qui existent actuellement, qui vivaient dans les mers polaires, en fait, qui occupaient ces écosystèmes marins.
Ensuite, ça a changé, et au cours du Cénozoïque, et puis à l'époque moderne, donc des reptiles marins, il en reste un petit peu, crocodiles, tortues, iguanes et serpents, et surtout des oiseaux et des mammifères aquatiques. Et donc ces transitions, nous, en tant que biologistes, nous intéressent beaucoup. On veut savoir comment ça marche. Et une des questions qu'on se pose, c'est comment les animaux font pour se déplacer dans un milieu terrestre, puis aquatique. Et on se demande comment un petit animal comme ça a pu donner des baleines de ce type-là, en fait, et surtout sur le plan locomoteur, nous, ça a été le sujet de notre projet. Et je l'illustre ici avec les otaries, je retourne aux otaries. Vous voyez qu'une otarie qui nage ne bouge pas du tout comme elle marche. Je suppose que pour vous, c'est un peu pareil. Par exemple, toi, est-ce que tu peux marcher ou nager en faisant les mêmes mouvements? Tu sais nager? Oui. Est-ce que ça va marcher si tu nages là? Et si tu marches dans l'eau? Très peu de gens y arrivent. En fait, je crois qu'il y en a qu'un. Ça dépend quand même de la hauteur de l'eau. Sur un pied? Par exemple. Oui, oui. Alors effectivement, si on appuie, on peut appuyer sur quelque chose de dur, le sol. Et donc quand on appuie, on a une réaction, on se déplace. C'est un peu plus compliqué sur de l'eau. Et voilà, pour appuyer sur de l'eau, ben, le problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'eau s'en va. Et donc en fait, tous ces animaux ont développé des nageoires, des pattes, qui leur permettent d'exercer une plus forte pression sur l'eau. Et sur Terre, c'est complètement différent. Donc les manchots, bon, je n'ai pas mis des vidéos de tout, on n'a pas le temps, ils nagent d'une certaine façon, mais ils marchent d'une autre. Les tortues marines rampent sur Terre d'une façon, nagent d'une autre. Bon, je peux multiplier, les crocodiles, ils nagent d'une certaine façon, ils marchent d'une autre façon. C'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour tous les animaux? Et voilà. C'est unique dans le monde animal. Les serpents, comme vous le voyez là, est-ce qu'ils changent de façon de bouger quand ils sont sur Terre et dans l'eau? T'as l'impression qu'ils changent, toi? Non. Qu'est-ce qu'ils font dans les deux cas? Alors? Ils n'ont pas de pattes, ils n'ont pas de nageoire. Ils n'ont pas de pattes, effectivement, pas de nageoire. Mais comment les serpents dans l'eau ils font pour se Propulser? pour se propulser? Parce que dans l'eau, bah, il va tomber. Alors là, tu poses une question compliquée, je vais essayer d'aller assez vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a plusieurs problèmes. Quand tu es dans l'eau pour nager, il faut avancer, et puis il faut savoir aussi à quelle hauteur on est. C'est un peu pareil dans l'air, hein. Et c'est différents problèmes. Aujourd'hui, on va voir seulement le problème pour avancer. Mais celui pour tenir la bonne hauteur, donc il y a plusieurs techniques. Une, c'est d'équilibrer. Je ne sais pas si tu as déjà nagé sous l'eau, ou fait de la plongée avec des bouteilles. Non, pas avec des bouteilles, mais sous l'eau. Bon, ben, tu vois qu'il y a une façon de faire, c'est déjà de nager, de forcer, de prendre ta route. C'est une façon de le faire. D'autres choses est ton cas. Ensuite, si tu tiens une bonne route, si tu es assez agile, tu peux équilibrer les forces qui te soulèvent et celles qui t'abaissent. Et si tu es mobile, il faut que ton poids soit équilibré dans la colonne d'eau. Il change selon où tu es. Alors pour ceux qui plongent, ils savent qu'ils peuvent le faire soit en contrôlant un petit peu leur propre corps, ce qui n'est pas facile. Le plus facile, c'est quand on a un gilet quand même qu'on gonfle et qu'on dégonfle. Ça, c'est plus simple. Les serpents, d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment ils font, au passage. Ils le font très bien, mais on sait pas. Ils arrivent à plonger à plus de 200 mètres. Et donc ils gèrent ça très bien. C'est un peu magique. Mais bon, peu importe. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement comment se propulser. Et ça, c'est un mystère qui nous a beaucoup intéressés dans ce projet. Voilà, effectivement, ça a l'air simple, hein, mais ça marche très bien. Et tout ça pour dire que nous, ces ondulations, ça nous a intéressés, c'est la magie des ondulations. Effectivement, l'animal, simplement en ondulant, il est capable de se déplacer dans différents milieux. Alors, je ne vous ai pas mis un serpent dans l'herbe, ça marche aussi. Dans une galerie, ça marche. Dans les cailloux, ça marche. Dans le sable, ça marche. Dans la boue, ça marche. Il n'y a pas d'autres animaux qui, avec une seule façon de se déplacer, sont capables de franchir tous ces types de milieux. Voilà, se déplacer dans tout un tas d'environnements. C'est unique. Alors nous, ça nous intéressait beaucoup comme biologistes, et vous verrez que ça intéresse mes collègues pour d'autres raisons. Alors la magie des ondulations, donc il se passe effectivement de nageoires, de palmes, d'une queue, et donc c'est un petit peu mystérieux, hein, comment ils arrivent à pousser sur l'eau. Ces animaux, ils sont capables, les serpents, de nager en dépensant très peu d'énergie. Grosso modo, si on les comparait à notre animal qui nage, ils vont dépenser 4 à 6 fois moins d'énergie. Ils sont très économes. Voilà, ils arrivent à avancer en dépensant très très peu d'énergie. Ce mouvement, il est incroyable pour dépenser peu d'énergie.
Et nous, quand on a voulu étudier ça, donc on a regardé, on dit on va regarder un peu ce qui se passe dans le monde des serpents. Il y a plein de sortes de serpents. Et on voulait savoir s'ils savaient tous nager. Et puis même d'une façon globale, est-ce que vous pensez que tous les vertébrés terrestres savent nager? Les aquatiques, oui, mais les terrestres. Est-ce que vous connaissez des vertébrés terrestres qui ne savent pas nager? Les éléphants sont d'excellents nageurs. Excellents nageurs. Les sangliers, excellents nageurs. Les girafes, Il y a plein d'insectes qui se noient. Ce pas des vertébrés, mais ça fait, on les prend quand même. Il y a plein d'insectes qui se noient très facilement. les girafes, Les girafes, je ne sais pas si ça nage, tu vois. C'est pas un problème. Là, tu me poses une colle, je suis pas sûr qu'elle sache nager. Mais je crois qu'elle sait, mais je suis pas sûr. Ils sont au pied. S'il y arrive à peu près. Non, il y a des animaux qui sont très proches de vous, là, il y en a partout. Là. Les singes. Il y a plein de singes qui ne savent pas nager. Il y a des singes qui nagent très bien. Pour ça qu'ils les mettent sur des îles. Ben voilà, allez-y, expliquez, c'est exactement ça. C'est pour ça que la plupart des parcs zoologiques, eh bien, ils mettent les singes sur des îles. Et voilà, la barrière, c'est juste un petit peu d'eau. Ils ne peuvent pas le franchir. Alors il y a des singes qui nagent. Hein. Oui. Le singe crabier, même il fait sous l'eau. Le nasif nage très bien. Mais la plupart d'un gibbon, vous le mettez dans un peu d'eau, il se noie. En revanche, l'information, on l'a effectivement des zoos qui documentent des cas de noyade de leurs animaux, etc. Et c'est comme ça qu'on récupère l'information. Parce que les gens, ils sont pas toujours, ils n'ont pas toujours documenté, on a vu ça se noyer ou pas. Ou quand il y a des inondations aussi. Voilà. Donc il y a effectivement pas mal d'animaux qui ne savent pas nager. Et nous, on voulait savoir pour les serpents. C'est ça qui nous intéressait. Et les serpents, il y en a qui ressemblent comme ça à des ficelles. C'est un serpent qui vit en Amazonie, celui-là. Et donc on voulait savoir s'il nage. Est-ce qu'un long machin qui ressemble à une ficelle est capable de nager, ou est-ce qu'il se fait des nœuds, bon. Ou lui, là, un petit serpent qui ressemble à un petit tuyau, est-ce qu'il arrive à nager? Lui, il passe toute sa vie sous terre. Ni lui, de sa naissance à sa mort, ne va dans l'eau. Est-ce qu'il sait nager? Donc pour répondre, on est allé attraper des serpents. Ici, c'est un serpent olive qui nage très bien. Donc voilà, on les a attrapés et puis on les a fait nager dans des espèces de piscines que vous voyez là. Et on les a filmés par-dessus. Je vous rassure, on les a tous relâchés. Personne ne s'est noyé. Et ce qui est intéressant, non seulement sa nage est très jolie, c'est très fluide, mais par-dessus le marché, il fait très peu de vagues. Il en fait un peu derrière. Des petits remous qui sont bien rangés. Je vais vous en montrer un autre de serpent qu'on a fait nager. Voilà. Voilà. C'est moins brillant. Est-ce que vous pensez que c'est un serpent marin, ça? Non. Non. Vous imaginez qu'il vit où? Sur Terre, même pire. Dans la Terre. C'est un animal de désert. C'est un boa des sables qui vit en Afrique. Lui, il nage dans le sable. Il y a des millions d'années que ces animaux-là ne nagent plus, quoi. Ils n'ont jamais nagé, peut-être de toute leur évolution, depuis plus de 100 millions d'années, ils n'ont peut-être jamais nagé. Mais ils y arrivent quand même. C'est pas terrible. Il y a beaucoup de vagues. Hein. Je vous en montre un autre. Ça, c'est un serpent arboricole qui vit toute sa vie dans les arbres. Et vous voyez que c'est intermédiaire. Donc il est un peu entre les deux. Il nage, c'est pas mal, plutôt bien, mais il fait quand même un peu de vagues. Et c'est tout ça qui nous intéressait, nous comprendre un peu comment les animaux poussent sur l'eau. L'idée est simple, moins ils font de vagues, plus ils sont efficaces. Plus ils font de vagues, plus ils ont laissé de poubelles énergétiques dans la nature, et moins ils se sont poussés. Plus ils ont fait des vagues, moins ils sont bons. C'est comme des nageurs humains. Et ça, c'était l'objectif de notre étude. Percer le secret de la nage des serpents en examinant plein de serpents différents et en regardant comment avec leur corps, avec leurs ondulations, donc l'amplitude des ondulations, la forme des ondulations et la vitesse à laquelle ils bougent, ça permettait de comprendre comment ils peuvent être efficaces. Et donc je vais laisser la parole à Elie, mais avant, ou pendant ce temps, j'aimerais que deux parmi vous me fassiez un petit serpent. Donc moi je vais poursuivre cette présentation. L'idée c'est de reprendre la complexité, comme le présentait Xavier, la complexité de cette nage, aussi ta question, c'est de percer le secret de la nage des serpents. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de creuser pour voir tous les paramètres importants chez les serpents pour comprendre cette nage. Alors on pourrait résumer un serpent finalement, on voit un serpent, voilà, seulement un serpent. Si on creuse un petit peu, eh bien, on s'aperçoit finalement qu'il y a plusieurs serpents. En fait, il y a plus de 4000 espèces de serpents. Donc déjà, la complexité, elle augmente. C'est quelque chose à prendre en compte et c'est une complexité très importante.
On creuse encore un petit peu au niveau anatomique. Et là, on voit que la queue des serpents, elle est variable aussi. Là, on a la queue d'un crotale, on a une queue plutôt conique, et puis là, une queue plate. Donc la complexité aussi, elle évolue. Si on regarde, on continue de creuser, on regarde au niveau des données. Donc un serpent, ça varie entre 1 gramme et 100 kg. Donc une grosse variation. La longueur a varié de 2 cm à 8 mètres. De la même manière, hein, c'est énorme comme variation. Et puis le nombre de vertèbres, il varie autour de 300 vertèbres. Si on se compare par rapport à un humain, c'est quand même vachement plus complexe. Et puis le nombre de muscles, entre 10 000 et 15 000 muscles. Et c'est super complexe. Et pareil, par rapport à un humain, en fait, c'est vachement plus complexe. On continue de creuser. On peut regarder aussi l'ancrage des muscles dans les vertèbres, dans le squelette. Donc la complexité liée aux muscles, et puis la complexité liée au mouvement des vertèbres. Donc là, c'est une image au rayon X. Et on finit de creuser pour essayer de comprendre comment le serpent il nage. Alors on a vu la complexité au niveau de l'anatomie des serpents, mais on peut aussi comprendre qu'il y a plusieurs paramètres qui influencent cette nage, type la fréquence ou l'amplitude, et qui sont complexes et qu'il va falloir comprendre. Alors la nage des serpents, on pourrait dire qu'elle est aussi complexe qu'un sac de nœuds. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs paramètres. On pourrait essayer de comprendre maintenant comment dissocier ces paramètres, comment les analyser, comment les sélectionner, les paramètres les plus importants pour la nage, ceux qui sont un petit peu moins importants. Donc on pourrait avoir l'idée finalement de prendre un serpent vivant et puis on lui demande de nager en faisant varier seulement un seul paramètre. Mais bon, c'est un serpent, c'est pas du tout domestique, donc il va absolument pas faire ce qu'on lui demande. On ne peut pas les charmer comme ça. Nous, en tant que roboticiens, on s'est dit, on va développer un robot serpent et on va faire varier seulement un paramètre à la fois, ce qui va nous permettre justement de les dissocier et d'évaluer l'influence de chacun d'entre eux. Et donc on va essayer de charmer les robots serpents. Alors la question qui se pose à partir de ça, c'est comment concevoir un serpent robot. Et bien je vais reprendre vos serpents en pâte à modeler. Merci. Oh, il est joli celui-là. Merci. Eh bien, vous voyez, finalement tout le monde peut les faire, les serpents. Avec de la pâte à modeler, ça s'apparente à un tube. On a tous à peu près la même idée, espèce de longue ficelle. Donc, moi je vais vous présenter la manière dont on a conçu notre robot serpent pour essayer de comprendre cette complexité. Donc dans un premier temps, on a à disposition des serpents vivants. On a aussi à disposition plusieurs outils, tous les outils qu'on souhaite pour pouvoir concevoir notre robot. Et puis une équipe qui va nous aider à développer ce robot. Donc je vais vous présenter un petit peu la méthode qu'on a mis en place. Donc ce qu'on peut regarder, c'est sur cette image à rayon X, on a essayé de comprendre d'abord le mouvement entre les vertèbres. Donc, on a regardé comment les vertèbres étaient fabriquées et puis leur mouvement, ce qui nous a permis de le schématiser. À partir de ce schéma, on a conçu et fabriqué nos vertèbres. Donc là, ce sont des vertèbres bio-inspirées qui sont imprimées en 3D pour concevoir l'ensemble du squelette du serpent robot. Alors, ces vertèbres sont plutôt simples, comme on peut le voir, mais finalement, pour les fabriquer, en fait, il faut un paquet d'équations qui vont nous permettre de les concevoir. Ça, c'était toute ma partie. Et c'est super important, les maths, pour ça. Alors, bien qu'on ait des maths à disposition, ça ne nous empêche pas de nous tromper et de faire énormément d'erreurs, finalement, et de recommencer à chaque fois. Et en fait, on se trompe, on recommence, on fait. Et là, je vais vous montrer les évolutions pour arriver à notre robot. Donc dans un premier temps, en fait, on a conçu ce premier bout de serpent robot avec seulement 3 vertèbres. Donc c'était quelque chose de très expérimental. Ça nous a pris plusieurs mois pour le faire, pour le concevoir. Et puis on a fait des expérimentations dans l'air.
Ensuite, on a pris ce bout de robot, on l'a assemblé, et puis on a fait un autre robot, un petit peu plus grand, pour essayer de commencer à concevoir un corps complet du serpent, toujours dans l'air. Et finalement, on les a assemblés, ces modules-là, et on en a fait un serpent, un robot complet. Mais celui-là, il est catastrophique, il n'a pas fonctionné. On s'est complètement trompé sur ça. En fait, un serpent, c'est léger, c'est fluide. Lui, il est ni léger ni fluide. Donc, on a tout refait. On est reparti depuis le début, on a reconçu nos vertèbres, on a reconçu nos moteurs. Et on a commencé aussi à faire des expérimentations dans l'eau. Parce que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire nager un robot dans l'eau, finalement. Donc à partir de ces nouvelles vertèbres, eh bien, on les a appliquées pour faire un robot un petit peu plus long, 45 vertèbres, seulement un moteur, et on a essayé de le faire nager. Jusqu'à obtenir la dernière version, donc là c'est après 3 ans de thèse, cette version-là, qui est le serpent qui fonctionne, il nage, on l'a fait nager dans nos laboratoires. Donc il a 45 vertèbres, il a un moteur, et on a fait plusieurs expérimentations dessus. Comme vous avez bien compris, en fait, notre projet, il réunit des biologistes et des roboticiens. Et les biologistes, en fait, ils nous ont transmis cette passion au serpent qu'on admire, qu'on s'inspire de ces serpents-là pour développer des nouvelles technologies qu'on appelle, si je peux le dire, une rupture technologique pour faire une évolution. Donc on est parti ce matin de Poitiers et on a mis avec nous des dispositifs qu'on a dans notre laboratoire pour justement répondre à une problématique. La première qui est évoquée par Xavier, qui est l'ondulation, et la deuxième, c'est l'énergie. Donc ça c'est très important et j'espère qu'on va vous présenter, on va vous expliquer comment on a réussi en fait à atteindre cet objectif. Première chose, je demande 2 volontaires. En fait, j'ai 2 petits marqueurs. Venez, une fille et un garçon, c'est très bien. Donc ça c'est le premier marqueur, vous l'avez ici sur la main, hop, et un deuxième marqueur sur la main. Et vous venez par là, vous allez vous déplacer devant la caméra en face de vous là, et vous allez voir en fait les marqueurs qui vont apparaître. Ici, attendez. Voilà, reculez un peu, hop, il y a 2 marqueurs qui apparaissent. Vous voyez? Donc nous on a utilisé ça pour étudier justement l'ondulation des serpents. Donc on a pris des serpents, Xavier nous a tout préparé, on a mis des marqueurs sur les serpents, on a demandé aux serpents de nager, de façon bien. Donc les serpents ils ont nagé. Et là je vais vous montrer, Élie si tu permets, je vais vous montrer en fait le serpent qu'on a développé. Donc je vais vous récupérer les marqueurs, et hop, je vais vous demander de venir. Vous touchez le robot, vous inquiétez pas, ça ne mord pas. Donc, là, vous avez le serpent qui se déplace et que vous avez le mouvement qui est identifié par les caméras. Là, voilà, essayez de les bouger. Bougez le serpent. Donc là, notre serpent, il a un moteur, il a des câbles tendants, il a une pile de 9 volts, et il peut nager pendant 4 heures. Voilà. Donc là, on a répondu à la question de l'ondulation, donc on a pu étudier l'ondulation des serpents, on a répondu à la question de l'efficacité énergétique, donc il peut nager sur une longue période d'une façon similaire à un serpent marin, donc un serpent qui sait bien nager, et je peux vous dire que ça c'est un serpent en fait, il est unique, c'est un serpent avec une étude 100% française, c'est un serpent qui nous permet de valider plein d'études. Donc pour nous, c'est une fierté de notre projet, donc on est très content de vous le présenter. Ce serait bien de demander. Voilà. Comment vous le trouvez? Très bien. Développez encore. Ah, ça c'est bien. Vas-y, plus fort. Il est réaliste. Voilà. Enfin, sur la couche de peau, mais ces ondulations, elles sont assez agréables, enfin ça bouge bien. Est-ce qu'il est assez souple? Oui. D'accord. Donc là, en fait, si on retrouve la souplesse des serpents qu'on a étudiés au départ, des vrais serpents, donc on les a développés par bio-inspiration sur le serpent robot que vous avez devant vous. Voilà. Et leur remarque fluide. Fluide, c'est exactement ce qu'on attend, c'est exactement ce qu'on a comme retour. Voilà. Bon, Élie, à toi. Merci. Donc bravo. Donc du coup là vous avez le robot. Le robot mais il n'est pas motorisé, mais on l'a quand même fait nager, on voulait vous le montrer. Donc là vous avez
un essai en laboratoire, c'est dans un bassin de notre laboratoire, en bassin des Carènes, donc un bassin qui est super long, qui fait 34 mètres. Et ça, c'était parmi les premières nages qu'on a pu faire. Donc pour l'instant, personne ne l'a vu, c'est pas publié. Vous êtes parmi les premiers à le voir. On filme pas. Donc ce qu'on peut observer, c'est que la nage, elle est super fluide, elle est plutôt réaliste. On reproduit les ondulations d'un serpent vivant. Et puis ça fait peu de remous aussi. Alors la nage elle est plutôt lente, on peut voir des serpents marins où la nage elle est lente aussi. Donc c'est un serpent qui est unique du fait de la conception de ces vertèbres-là, et le point sur lequel on peut insister, c'est qu'il dépense très peu d'énergie, parce qu'avec une pile de télécommande, une pile de 9 volts, on a réussi à le faire nager 4 heures, et ça c'est grâce à la bioinspiration, au biomimétisme de cette nage ondulatoire. Donc la nature peut nous apporter énormément de réponses. Alors, étant étudiant, moi je suis parti d'un groupe d'étudiants sur lequel on a travaillé sur les serpents. On a voulu aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre, essayer de faire nager des serpents qui n'existaient pas. Alors comment on peut imaginer ça? Finalement on peut prendre un original, un crotal, et puis on peut lui faire varier le nombre de vertèbres. On peut augmenter le nombre de vertèbres, diminuer le nombre de vertèbres, on peut le faire comme on veut. On peut changer la queue, la pomme escaudale. On peut changer le corps du serpent. Donc, finalement, on peut faire ce qu'on veut. On peut tout faire varier, un petit peu comme dans la nature. Avec les 4000 espèces, on peut en faire varier des paramètres. Et par simulation, on va essayer de comprendre cette efficacité énergétique, cette consommation de cette nage en faisant varier tous ces paramètres. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est une image de synthèse, c'est une image numérique. Derrière, ce ne sont que des équations. On va pouvoir reproduire les mouvements de nage avec différents paramètres. On va faire varier la forme du corps, la longueur de la queue, etc. Et puis, on pourrait aussi se poser la question, quoi faire? Que faire de ces robots? Alors ça, c'est une image générée par IA. On pourrait imaginer que les robots serpents puissent servir à l'exploration, au sauvetage aussi, si on a des séismes, parce que, comme Xavier le disait, un serpent, ça peut ramper, mais ça peut nager, donc on peut aller sur tous les terrains. Alors pourquoi pas faire un robot qui puisse aller aussi sur tous les terrains, pour derrière nous être utile, pour nous aider. Donc là, c'est une possibilité. Et au jour d'aujourd'hui, on peut observer ça comme serpents, robots, qui sont présents en industrie. Donc là, ici, c'est pour faire des tâches d'inspection sur des pipelines en mer. Alors pour terminer, je reprends un compte, mais là, je n'ai pas appris. Alors je lis. Et c'est bien, vous en avez parlé dans le WooClap au début, enfin vous l'avez écrit, le livre de la jungle. Donc je suppose que la plupart d'entre vous connaissez le dessin animé de Walt Disney avec le gros serpent qui essaie de manger Mowgli régulièrement. Donc aie confiance, crois en moi. Et puis Mowgli le fait tomber chaque fois, puis il repart n'importe comment. Pas très fluide. Mais le roman d'où est tiré le dessin animé, c'est un roman de Rudyard Kipling, prix Nobel de littérature, et qui raconte une autre histoire. Et donc j'ai pris que 3 phrases, parce que j'ai pas prévu de vous lire le roman. Je pense que vous n'avez pas prévu non plus. Vous allez écouter. Juste 3 petites phrases. Donc là, c'est Mowgli qui parle, et qui est avec K. Nous sommes du même sang, toi et moi, répondit Mowgli. Je te dois la vie cette nuit. Alors il lui doit la vie tout simplement parce que K l'a protégé de Shere Khan, le tigre. Donc ça change un peu de l'histoire où il essaye de manger Mowgli. En fait, il a sauvé des griffes du tigre. Bon, ça c'est le roman de base. Et le python qui dans le roman est immense, bien plus grand que dans le dessin animé. C'est un python surnaturel. Il répond « Tous mes remerciements, petit frère d'Ika, dont l'œil narquois brillait. » Alors, l'œil narquois, parce que, évidemment, comment un animal aussi puissant peut être sauvé en retour par un petit homme. Et puis Mowgli explique, en fait, avec ses mains, le feu, peut-être qu'il aura une carte à jouer. Bon, enfin. Et je saute, et j'arrive plus loin, et le python laissa tomber légèrement sa tête pour 1 minute sur l'épaule de Mowgli.
ça ne représente pas trop ce qu'il y a dans les dessins animés, mais en revanche, ça représente beaucoup mieux ce qui existe dans les mythologies. Dans les la quasi-totalité des mythologies partout sur la planète, il y a des serpents. Ces serpents sont positifs, bénéfiques et très rarement maléfiques, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, y compris dans les religions qui nous sont proches. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se méfier des idées reçues et qu'on peut tirer une petite leçon de tout ça, une sorte de petite morale. Peut-être que comme les serpents, comme on essaie de vous le montrer, mettre un peu plus de flexibilité, de douceur, de délicatesse dans la vie courante, ce serait une bonne idée de nos jours. Voilà où on voulait en venir.